Bienvenue dans The Big Shift tous les deux. Je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré un épisode avec Anaïs Vagilis sur la réindustrialisation de la France et puis de l'Europe d'une façon plus générale. C'était super intéressant, c'était dense, on en a parlé un peu avec Stéphane que je vais vous présenter juste après. Et on s'est dit que ça pourrait être super intéressant de faire un épisode qui rentre un peu plus dans le concret de ce que c'est qu'en fait une relocalisation industrielle, une réindustrialisation de la France et ce que c'est qu'une industrie qui serait plus écologique. Et donc pour ça, je suis avec Stéphane Mamou et avec Michel Voland. Et l'idée de cet épisode, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut faire, quels sont les exemples en fait d'une industrie plus écologique qui fonctionne aujourd'hui dans les territoires, quelles sont les actions qui sont mises en place pour cette transition. Et puis donc Stéphane, toi tu es représentatif d'un collectif d'industriels, et puis toi Michel, tu es étudiant et tu travailles à une thèse sur justement la transformation de l'industrie et les liens entre l'académie et l'industrie. Et donc à ce titre-là, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir votre avis sur ce que c'est qu'une nouvelle transition énergétique et industrielle en France en 2025. Et puis pour commencer l'épisode, je vous propose chacun votre tour, peut-être on commence avec Stéphane, de vous présenter rapidement en quelques mots. Bonjour Xavier, merci de nous accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Donc moi je suis Stéphane Mamou, je suis directeur régional pour Engie, pour les Pays de la Loire. Donc je vais resituer déjà ce qu'est Engie, puis après ce qu'est mon rôle, et puis parler de ce collectif industriel auquel tu viens de faire référence. Engie, c'est un industriel, c'est un énergéticien. C'était EDF, GDF il y a un petit bout de temps. C'est devenu Gaz de France, puis GDF Suez, et puis Engie au fil du temps. Donc on est issu du gaz essentiellement, et puis on s'est transformé progressivement pour aller sur les énergies renouvelables. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Donc moi, je suis Stéphane Mamou, directeur régional pour Engie sur les Pays de Loire, donc sur 5 départements. Mon rôle, c'est de chapeauter les activités en développement d'Engie sur la région, de représenter et d'interagir avec ma direction générale, et puis de faire l'interface entre le monde interne Engie et le monde externe, donc les collectivités, les décideurs industriels du territoire essentiellement. Et puis quand on parle d'industrie, d'écologie, de transition, on s'aperçoit que c'est des sujets qui sont, entre guillemets, attaqués depuis un peu plus d'une année, qu'il y a une petite musique climato-relativiste qui résonne dans pas mal d'endroits. Donc ce qu'on s'est dit chez Engie, c'est que ce serait pertinent de pouvoir prendre la parole pour dire qu'il y a des choses qui sont faites sur le territoire, qui fonctionnent, qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette petite musique climato-relativiste, mais que prendre la parole seule, c'est pas forcément un impact considérable. Par contre, prendre la parole... C'est pas évident, surtout. Et c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, si tu prends la parole tout seul, tu t'es rapidement taxé de greenwashing, je pense. Complètement. Alors que si on prend la parole à plusieurs, avec des industriels, des académiques, des institutionnels, on peut avoir plus de poids. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire il y a 1 an, à se rencontrer et discuter. Et là, on commence à prendre la parole et mettre un coup de projecteur sur des projets, des initiatives qui fonctionnent sur nos territoires. Mais j'y reviendrai par la suite. Exactement. Et donc toi, Michel ? Et donc, moi, je m'appelle Michel Voland. J'ai repris mes études au mois de septembre où j'ai rejoint le master spécialisé acteur pour la transition écologique. Donc, il y a un master spécialisé qui est porté par l'école centrale de Nantes et la Business School Audencia aussi à Nantes. J'ai rejoint ce master, moi, pour vraiment apporter pas un tournant dans ma carrière, mais vraiment pour me repositionner sur les sujets de transition et notamment sur les sujets de transition aussi en lien avec l'industrie. Puisque moi, j'ai eu l'occasion de constater dans une expérience professionnelle précédente qu'il y avait vraiment tout un tas d'initiatives qui étaient prises dans l'industrie en France, mais que ces initiatives, elles n'étaient pas forcément bien connues des publics. Et vu que moi, je travaille aussi initialement dans le domaine de la communication, je souhaitais vraiment pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour finalement faire la promotion de ces acteurs qui sont finalement, par leur démarche, vraiment eux aussi des acteurs de la transition. On l'oublie peut-être un peu trop facilement. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis en train de rédiger une thèse qui porte sur le rôle de la communication et des discours sur finalement l'acceptation des projets de transition sur le territoire français. On a enregistré 3 épisodes sur ces sujets-là l'été dernier.
qui sont des sujets qui me passionnent en ce moment, sur l'acceptabilité de la transition écologique, la communication climatique, comment est-ce qu'on fait pour en parler, pourquoi est-ce que les discours qu'on utilise depuis 20 ans, finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas autant que ce qu'on imaginait, notamment la pédagogie, le fait d'essayer de convaincre, mais qu'il y a énormément d'autres choses qui rentrent en compte. Et donc, c'est des sujets qui sont vraiment passionnants et sur lesquels tu dois apprendre plein de trucs en plus avec cette thèse. Pourquoi est-ce que l'industrie, elle perd de cette attractivité aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avant de lancer ce podcast dans l'industrie, justement. Et en fait, j'ai assez peu d'amis dans mes cercles, justement, qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'écoles d'ingénieurs, qui travaillent pour de vrai dans l'industrie, ou alors ils travaillent de façon un peu intermédiaire ou détachée via des cabinets de consulting, via des bureaux d'études, etc. Mais ceux qui mettent pour de vrai les mains dans le cambouis, il y en a de moins en moins. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? L'industrie, moi, je pense qu'elle souffre d'une image un peu vieillotte. C'est l'usine avec l'usine en briques, avec une cheminée qui émet des fumées grises et noires. Dans l'inconscient collectif, c'est encore ça. Dans les faits, l'industrie, c'est beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'intervenants. C'est des métiers techniques, essentiellement, pour lesquels il est extrêmement dur de recruter aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet, le manque de main-d'œuvre. Je pense que des étudiants ont du mal à se projeter dans l'industrie, de par l'image que ça renvoie, même si aujourd'hui, l'industrie, elle est au service des transitions, de la transition écologique notamment. Donc il y a vraiment une image qui est à changer, à faire évoluer, sur laquelle il y a un travail à faire autour de l'industrie. Et on ne parle peut-être pas assez de l'industrie de manière positive en France, même si on parle beaucoup de relocalisation depuis un certain temps, des enjeux autour de l'industrie. On s'aperçoit qu'il y a quand même eu pas mal de délocalisations qui ont eu lieu sur les 20 années passées. Globalement, là, si on fait un point, on est plutôt sur une phase où on regagne en termes d'emploi industriel, ou on est toujours en train d'en perdre en année 2025? Alors, moi, je peux voir les consommations énergétiques dans le secteur industriel, elles sont en baisse. D'accord, ouais. Elles sont en Et baisse. c'est pas que de l'efficacité énergétique. Non. Et puis, paradoxalement, on cherche à recruter dans l'industrie. Ouais. On cherche de la main-d'œuvre. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de recruter, comme dans tous les secteurs. Mais encore plus dans l'industrie qui souffre d'une image un peu vieillotte et un travail difficile au quotidien. C'est associé à l'usine, c'est associé à des métiers que les jeunes ne veulent plus forcément faire. Ouais, travail de nuit, travail en tournant, etc. Ouais. Et puis parce qu'on s'est détourné aussi de la production en estimant que finalement on savait créer de la valeur différemment. C'est aussi ce qu'on a appris nous, à l'école, en école de commerce et autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que on se repose la question de la souveraineté. Enfin, je veux dire, la guerre en Ukraine, par exemple, mais le Covid avant ça, a mis en lumière un certain nombre de failles qu'on avait dans notre société. Et finalement, ils sont aussi largement parfois liés au fait qu'on a laissé filer finalement toutes ces pans de l'industrie à l'étranger pour des raisons souvent économiques. Et que du coup, on se retrouve avec des vraies failles. Et en ça, moi, c'est ça qui m'a vraiment aussi fait tourner le regard. Et en ça, on devrait finalement rappeler peut-être et insister sur l'importance finalement de pouvoir produire chez nous et de ne pas être dépendant des autres. Et en ça, je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt à pousser finalement, à remettre ça en avant pour capter des nouveaux étudiants, des nouvelles vocations pour aller dans l'industrie. Et là, est-ce que les sujets, donc tu disais guerre en Ukraine, les sujets même IA avec les énormes sociétés américaines qui commencent à lutter contre l'Europe sur certains points, est-ce que ça peut nous pousser à créer nos propres outils industriels, à créer nos propres outils technologiques aussi? Est-ce qu'on voit un peu cette vague qui arrive? Moi, j'en suis persuadé. Il y a simplement un élément qu'il faut absolument rentrer dans la boucle, c'est le consommateur final. Moi, je vois encore énormément de gens, si on parle de l'IA, qui utilisent d'abord ChatGPT. On n'entend parler que de ChatGPT, on n'entend pas parler de Mistral suffisamment. Alors que Mistral est une pépite française. Leur système, le chat, fonctionne vraiment très bien. Et une des premières solutions, en fait, pour travailler au bénéfice, finalement, de cette économie française et de ces industries aussi, c'est d'utiliser les services qui sont français ou européens. Et c'est vrai que souvent, le consommateur, parfois, peut oublier un petit peu son rôle à jouer là-dedans, alors qu'on peut voir que les choses peuvent vraiment assez vite tourner. On a eu le cas avec Tesla, où d'un coup, quand les consommateurs décident quelque chose, il peut y avoir un ralentissement des ventes. Voilà, faut voir que si ça se moins prolonge dans le temps, 75% depuis le début de l'année sur les ventes par rapport à l'année dernière. Ouais. C'est un exemple. Ouais. Est-ce qu'une industrie écologique, finalement, ça peut exister, que ce soit sur notre territoire ou ailleurs?
Moi, je reformulerais plutôt en est-ce qu'une industrie au service de l'écologie peut exister ou est-ce que l'écologie au service de l'industrie peut exister? Alors, une industrie au service de l'écologie, évidemment, parce que si on veut se décarboner au sens large, il faut que l'industrie puisse produire des moyens de production électrique qui soient décarbonés. Donc, on a besoin de l'industrie pour construire nos moyens de production. Typiquement, vous prenez un champ d'éoliennes offshore, parce qu'on connaît assez bien le sujet dans la région. Alors, c'est des éoliennes, mais pas que. C'est aussi une sous-station électrique qui permet de concentrer l'électricité produite par les éoliennes pour la ramener à terre. Et là, c'est un gros objet industriel. Donc, on est vraiment dans l'industrie lourde. En l'occurrence, c'est produit par les chantiers de l'Atlantique, ici à Saint-Nazaire. Et cet objet industriel est au service de la transition écologique, finalement. Et cet objet, il faut arriver à le produire de la manière la plus vertueuse possible. Donc, travailler à produire ces objets en émettant le moins de gaz à effet de serre, évidemment. Mais l'imbrication entre écologie et industrie, elle est extrêmement forte. Moi, j'ai tendance à dire qu'on aura réussi la transition énergétique lorsqu'on saura produire nos moyens de production décarbonés de manière décarbonée. On voit que le tout est complètement imbriqué. Ça, on en est encore un petit peu loin, mais ce qui est en train d'être fait sur le territoire, ce qui a été amorcé depuis maintenant plus de 20 ans, prend tout son sens. Et il est extrêmement pertinent de pouvoir souligner qu'il faut maintenir ces outils industriels sur le territoire, qu'il faut les décarboner, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il faut les décarboner? On parlait de souveraineté, Michel parlait de souveraineté. Je parlais d'énergie également. L'énergie, c'est le ciment de la production industrielle aujourd'hui. Avoir une énergie qui soit locale et décarbonée permet deux choses. Local, c'est un élément de souveraineté extrêmement fort. Décarboner permet de décarboner l'industrie au sens large. Et puis de faire baisser les prix de l'énergie aussi, parce qu'on a des moyens de production décarbonés aujourd'hui dont on sait maîtriser les coûts sur toute la chaîne de valeur, qu'on sait déployer rapidement. Et avoir une électricité, notamment verte, décarbonée sur le territoire français, peut être un atout pour nos industriels par rapport à des concurrents étrangers d'autres continents. Mais du coup, ça veut dire, si je reformule un peu ce que tu racontes, c'est qu'une industrie écologique, c'est une industrie qui existe si les moyens de production, donc ça, c'est en gros, si la transition énergétique a été complète. Donc en fait, c'est la base pour toi, une industrie écologique existe s'il y a eu une transition énergétique d'abord. C'est l'industrie qui va être au service de l'écologie, donc qui va permettre de bâtir les moyens de production de cette énergie décarbonée. Et puis, c'est également une transition énergétique qui aura permis de décarboner cette industrie. Donc les deux sont complètement imbriqués. La foule à poule. Et on voit que ça prend encore et ça évolue conjointement. C'est-à-dire que l'industrie se décarbone, dans le sens où aujourd'hui on récupère de la chaleur fatale et de la production d'énergie sur site. Il y a des PPA qui sont passés entre industriels et puis énergéticiens, à savoir qu'on peut construire des champs d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques dont la production sera destinée intégralement à un ou plusieurs industriels. Donc ça, on sait faire. Ce qui garantit une maîtrise des coûts de l'énergie au-delà du fait de pouvoir décarboner. Donc l'imbrication, elle est vertueuse et puis ça monte progressivement. Et ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête, par contre. Parce que si on met un coup d'arrêt sur certaines filières de production d'énergie renouvelable, ça peut mettre un coup d'arrêt aussi à certains pans industriels. Ouais. Là, tu fais référence à quoi, par exemple? Parce que tu parlais un peu du backlash écologique dont on entend beaucoup parler depuis un an. Tu en parlais un peu tout à l'heure. Là, très concrètement, sur tes activités au quotidien, tu penses à quoi là-dessus? Alors, si on prend l'éolien offshore, l'éolien en mer, donc c'est soumis à la commande publique aujourd'hui. Donc c'est l'État qui passe commande, il y a des appels d'offres. Donc ça, c'est pas lié directement à ton rôle chez Engie, mais c'est plutôt lié à ton rôle dans le collectif. Là, l'exemple que tu donnes, c'est plutôt des partenaires industriels du collectif. Complètement. Après, nous, on développe des champs éoliens offshore. Après, il y a des appels d'offres qui vont sortir, on y répondra ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais toute la filière qui a derrière les énergies marines renouvelables, donc c'est des énergéticiens comme nous, c'est les chantiers de l'Atlantique, c'est des sous-traitants des chantiers de l'Atlantique, par exemple, sous-traitants qui ne sont pas que ici sur la région, mais qui sont dispersés un peu partout sur le territoire français. C'est des usines qui fabriquent des nacelles et puis des pales. General Electric, par exemple, ici à Montoire, Siemens Gamesa au Havre. Si aujourd'hui il y a un trou d'air de la commande publique à l'échelle française et européenne, ça peut impacter cette filière et impacter jusqu'à des sous-traitants qui sont disséminés sur le territoire français dans des coins qui sont un peu plus reculés.
ce qui fait perdre de la souveraineté économique à ces territoires. Parce s'il y a des défaillances d'entreprises, ça peut arriver en cascade, ça fait du chômage, de l'emploi en moins, et donc il y a une perte de souveraineté économique pour certains territoires. Donc tout ce qu'on essaye de dire, et ça on va le dire au travers du collectif qu'on a monté avec certains industriels, c'est attention, transition énergétique, enfin transition au sens large, souveraineté et emploi sont intimement imbriqués. Ça, on sait le dire de manière assez silotée. Chaque industriel, c'est défendre ses intérêts. Ouais. Mais quand on en parle un peu plus globalement, on voit bien que tout est imbriqué. Et que la chute d'un de ces trois piliers, transition, souveraineté, emploi, peut impliquer la chute des autres piliers, avec des conséquences extrêmement fortes potentiellement sur la réindustrialisation souhaitée de la France. Est-ce qu'on est soutenu là-dessus ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, il y a des politiques publiques de soutien, ouais. Évidemment. C'est pas que l'État qui va pouvoir décider de si on industrialise ou pas. C'est pas forcément à l'échelle de la France que ça fasse se jouer, c'est plus à une échelle européenne. Il faut qu'on crée des super champions européens de l'industrie pour pouvoir se défendre face à des concurrents outre-Atlantique ou plutôt orientaux. Ouais. On parle beaucoup notamment des batteries et du fait que la Chine possède 90% des moyens de production sur ces matériaux. Ouais, au-delà des ressources et l'outil de production, ils sont extrêmement bien gréés pour pouvoir inonder les marchés, ils le font déjà. C'est des concurrents extrêmement puissants aujourd'hui sur l'éolien également. Donc pour pouvoir résister à tout ça, il faut créer des super champions européens. Ça ne se fait pas chacun tout seul dans son coin, mais il faut que nous, industriels, on puisse discuter avec toutes les filières de sous-traitance, avec les pouvoirs publics pour créer ces super champions et avoir des filières qui se réindustrialisent ou qui sont pérennisées sur nos territoires. Donc avec le soutien des pouvoirs publics, évidemment. Mais c'est un discours à avoir globalement, c'est un discours qui doit infuser auprès des décideurs, auprès aujourd'hui de nos parlementaires, auprès de nos ministres, auprès de nos futurs décideurs, et qui doit infuser à maille européenne. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit réelle. Donc nous, on essaie de montrer ici, sur un territoire comme le Pays de la Loire, qu'il y a des écosystèmes qui fonctionnent et que tout est imbriqué. Mais que, attention, si on vient à bousculer ces écosystèmes, il peut y avoir un effet domino assez rapide. Des effets de stop and go qui ne sont pas souhaitables. D'autres industries comme le nucléaire ont eu à faire face à ces stop and go. On a vu ce que ça a pu susciter comme débat, comme retour, comme déboire industriel. Aujourd'hui, toute cette filière qui a dû être redémarrée autour du nucléaire, on a bien vu que c'était extrêmement complexe. Autour des transitions, la transition énergétique, on peut être face à ce même dilemme aujourd'hui. Donc, il faut être extrêmement vigilant. La transition énergétique, ce n'est pas juste quelques uluberlus qui plantent des éoliennes dans des champs. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'éolien, on fait de la méthanisation aussi. Il y a tout un tas de moyens vertueux de production qu'on sait mettre en œuvre. Attention à ne pas mettre un coup de sable dans ce qui a été fait jusqu'ici. Dans tes recherches, toi, Michel, il y a des exemples que tu as de ce dont parlait Stéphane, du triptyque entre emploi, transition énergétique, engagement des industriels et ce tissu social. Est-ce qu'il y a des exemples que tu as repérés dans tes recherches là-dessus? Au-delà de mes recherches, c'est aussi ce qu'on a pu voir en cours. Et puis après, quand on regarde un petit peu le fonctionnement aussi de l'économie, quand on parle de souveraineté, on parle de réduire nos dépendances. C'est un facteur de puissance, mais c'est aussi un facteur de liberté, de prendre un peu notre destin en main. La question de l'écologie, elle ne s'arrête pas. Stéphane a le prisme de l'énergie, et il est indispensable. Et la question de l'énergie, de la biodiversité, qui sont deux énormes piliers dans la transition. Mais quand on parle d'écologie, on parle aussi finalement de normes sociales, par exemple. Et le fait de faire de l'industrie, d'industrialiser, de produire un certain nombre de choses en France ou en Europe, c'est aussi cette garantie du respect de ces normes sociales. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si je fais un parallèle, si on prend par exemple l'industrie du textile, avec ce qui se passe avec Chine, par exemple, c'est absolument dramatique. C'est un sujet industriel qui est derrière. À force d'avoir laissé aussi l'industrie textile partir là-bas, on est face à un plus qu'un géant qui écrase absolument tout le monde. On était champion du lin à l'époque en France. Par exemple. Voilà. Et en fait, on a laissé ça. Et donc, c'est toutes ces choses-là, finalement, il y a vraiment
industrie et environnement sont pas du tout, c'est pas du tout antinomique. Parfois, consommation peut être plus antinomique avec la question de l'environnement, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. À partir du moment où l'industrie va être en France ou en Europe, il y a un certain nombre de normes, il y a un certain nombre d'obligations qui ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'étranger. Alors, ces normes et ces obligations, évidemment, elles pèsent d'un côté, mais peut-être pour le mieux-disant, finalement, parce qu'il y a vraiment cette idée, finalement, d'avoir cette industrie décarbonée, en tout cas qui est bien moins émettrice de carbone, et à côté de ça, qui respecte un certain nombre de normes sociales. Et finalement, tout ça, c'est pour le mieux. On crée un cercle vertueux. Et en ça, l'industrie, rien qu'avec tout ça, elle est naturellement bien plus écologique quand elle est chez nous que quand elle est ailleurs. Et j'ai lu récemment que aujourd'hui, les entreprises européennes mettaient 40% de leur budget, qu'ils appellent RSE, ça veut tout et rien dire, mais justement au respect des normes plutôt qu'à l'amélioration. Est-ce que pour toi, du coup, ça reste quelque chose de très positif comme ce que tu disais, ou est-ce qu'on a un cadre normatif quand même à faire évoluer là-dessus ? Là, je garderais bien d'avoir une opinion tranchée parce que je ne connais pas assez le sujet, clairement. Mais il y a un sujet de normes, mais là, j'entends encore des agriculteurs ce matin, il y a toujours une dualité en fait entre qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plus de normes, il y a la question des transpositions des normes européennes parfois en France de manière peut-être un petit peu plus poussée, parfois peut-être plus tôt que dans d'autres pays. Il y a une uniformisation à avoir, mais surtout il y a un moment donné où il y a des décisions, un vrai courage peut-être politique parfois à avoir pour finalement expliquer aussi comment est-ce qu'on arrive à protéger. Et à côté de ça, c'est aussi une fois de plus dans le consommateur qui a son mot à dire, parce que c'est lui à un moment donné qui va devoir peut-être payer plus cher. Mais si on a finalement ce cercle vertueux qui arrive à se créer, qui crée de la souveraineté, de l'emploi non délocalisable et une économie qui finalement est plus souveraine, on arrive normalement à tirer l'ensemble vers le haut et finalement être beaucoup plus résilient, être beaucoup plus autonome et être beaucoup plus écologique. Tu as un exemple là-dessus, donc il me semble qu'on avait parlé de Vencorex juste avant. C'est quoi comment est-ce que tu pourrais transposer là ce qu'on vient de dire avec cet exemple-là ? Alors, l'exemple de Vencorex, donc ils sont basés à côté de Grenoble et leur travail de Vencorex, c'est de fabriquer un sel qui est très très pur. Ce sel très pur, il va être utilisé pour faire du chlore et ce chlore, il va être utilisé pour faire par exemple du zirconium qui est utilisé dans l'industrie nucléaire, mais aussi pour faire du perchlorate d'ammonium qui est le carburant pour les fusées Ariane, mais aussi pour les missiles de la dissuasion nucléaire. Vencorex, ils sont en redressement judiciaire. Et donc, il y a 400 emplois qui sont menacés. Vencorex, là, il a été repris par le chinois Wanhua via le hongroise qui s'appelle Borsochem. Voilà, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il faut le prononcer, mais il y a une vraie question sur la fermeture de Vencorex. Donc, c'est 400 emplois. À côté de ça, il va y avoir un impact par rapport à Arkema, qui a besoin aussi finalement du chlore pour fabriquer un certain nombre de choses, et ensuite de Framatome. Et donc là, en fait, on a vraiment toute une filière qui se retrouve à être impacté, où surtout on se remet dans la main quelque part là d'un Chinois qui va, on peut le supposer, faire de la récupération aussi d'un certain nombre de savoir-faire, de connaissances, et où on va laisser filer ce savoir-faire, les emplois qui vont avec, et on se met une fois de plus dans la main, que ça soit le Chinois, c'est une chose, mais ça peut être aussi demain de nos voisins européens par rapport à ce carburant qu'on a pour les fusées Ariane ou les missiles nucléaires. Mais si demain, l'Italie ou l'Allemagne décident eux aussi à leur tour peut-être de fermer le robinet parce qu'ils ont besoin de ces composants-là, de ces outils-là pour eux, leur propre industrie, on peut se retrouver complètement coincé. Donc, il y a toujours vraiment cette question de souveraineté, de liberté, d'indépendance et d'emploi, automatiquement. Et alors, est-ce que dans tes recherches, tu vas jusqu'à dire quelle serait la solution justement pour garder cette indépendance et cette souveraineté ou pas ? Moi, surtout, ce que j'ai pu voir dans la recherche que j'ai débutée, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs sur la façon dont les personnes se sont construites, donc quelle a été leur éducation, dans quel cadre est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'on leur a appris ou pas à l'école, quels sont leurs partis politiques, comment est-ce qu'ils s'informent.
tous ces éléments-là vont faire qu'on va avoir finalement une appétence plus ou moins importante par rapport à la transition. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'on n'a peut-être pas assez fait la promotion de la transition écologique dans tous les aspects qui allaient finalement avec. On a souvent parlé de tout ce qu'il fallait, on allait avoir sans. Donc demain, ça sera peut-être les questions des voyages en avion. Enfin voilà, mais on n'a jamais montré les aspects positifs de cette transition, et notamment finalement sur cette partie d'autonomie, d'emploi non délocalisable et vraiment de souveraineté finalement. Donc c'est vraiment très important. C'est un de mes épisodes préférés avec Théodore Tallant sur les co-bénéfices de la transition écologique. C'est-à-dire, en fait, on ne parle pas de transition écologique parce que c'est ce qu'il faut faire et que ça doit être fait, mais plutôt parce que c'est meilleure santé, c'est souveraineté énergétique, souveraineté industrielle, parce que c'est des meilleurs liens sociaux, etc. Comment est-ce qu'on fait pour rendre l'industrie de nouveau intéressante si ce n'est pas par des normes qu'on ajoute pour devenir un champion normatif, alors effectivement qui est intéressant et qui est nécessaire pour pouvoir garantir cette qualité de fabrication qui serait un peu la sauce secrète de l'Europe par rapport à d'autres continents. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça soit attrayant si on ne peut pas utiliser ce cadre normatif pour rendre l'industrie intéressante et comment est-ce qu'on fait pour faire revenir les gens dans ce secteur? Elle est déjà... Alors, l'industrie, il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie. Nous, on voit ça chez nous. Ce n'est pas que des techniciens, pas que des ingénieurs. Il y a des profils extrêmement variés aujourd'hui dans nos équipes. Il y a des étudiants qui sortent de Sciences Po, il y a effectivement des ingénieurs, il y a des gens qui ont fait des études de commerce, qui ont fait des études de droit. On a besoin de tout un tas de compétences aujourd'hui qui ne sont peut-être pas très connues. On ne communique pas forcément sur ces compétences. On a des gens qui travaillent sur la biodiversité, sur l'acoustique dans nos équipes. Donc, remarketer, je sais que c'est un terme qui est cher à Michel, on en a déjà parlé. Remarketer la transition, ça me paraît extrêmement pertinent. Il y a aussi souligné le fait qu'aujourd'hui, on est un pays qui est dépendant. Alors là, je reviens à dépendance énergétique et qu'on a besoin de se soustraire de ces dépendances. Sensibiliser les plus jeunes à ce sujet peut être assez percutant. C'est jamais bon d'être dépendant de quelque chose. Aujourd'hui, 60% de l'énergie qu'on consomme en France, c'est de l'énergie carbonée qui est importée, pétrole et gaz. On ne sait pas encore faire autrement. Alors, on consomme de moins en moins d'énergie. On cherche à décarboner. Mais pour sortir de cette dépendance, il faut qu'on électrifie beaucoup plus. Donc, on produise plus d'énergie décarbonée sur notre territoire. Donc, il y a un enjeu qui peut toucher des publics plus jeunes. Moi, j'ai des enfants à la maison. Je suis entouré d'adolescents, de jeunes adultes, et beaucoup veulent sauver le monde, veulent sauver la Terre. C'est aujourd'hui ce qui revient. Cette quête de sens, elle est extrêmement importante chez les jeunes, qui sont extrêmement volatiles par ailleurs, extrêmement connectés. Mais profitons-en pour passer des messages comme quoi sauver la planète, c'est pas juste des slides qu'on peut faire à Paris, mais c'est être acteur dans les territoires, au sein d'entreprises industrielles, parce que le changement peut se faire de l'intérieur. Ça, moi, je crois beaucoup au fait que le changement se fasse de l'intérieur. On ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain, mais quand on parle de réduire les dépendances, on peut être acteur de ces réductions de dépendances en étant un acteur au sein d'industriels, de grandes entreprises, et en changeant le système de l'intérieur. Et il faut le dire de manière très claire que c'est possible. Il y a une place pour tout un tas de profils qui veulent changer les choses de l'intérieur. Et comment on fait alors? Parce que souvent, dans l'expérience que j'ai de ce qu'on me raconte sur le podcast, c'est que on vient dans un grand groupe ou dans l'industrie. Globalement, l'industrie, c'est surtout des grosses PME et des ETI et des grands groupes. On vient avec des belles idées et puis derrière, on se confronte un peu à la réalité du terrain et c'est là où alors les idées meurent ou alors on a cette dissonance qui fait qu'en fait, on se sépare parce que justement, ça change trop lentement et du coup, on commence à se dire « Ok, c'est plus possible, moi j'ai besoin que ça avance plus vite ». Et j'ai beaucoup de gens sur le podcast qui me racontent cette expérience de c'était trop long, c'était trop compliqué. Et comment est-ce que alors toi, tu arrives à faire dans ton quotidien avec l'initiation de ce collectif pour garder en fait cette ambition, même quand les choses avancent pas assez vite? Moi, j'ai intégré le fait que le changement, la transition, allait être longue. Je suis impatient sur le fait qu'elle se réalise. J'aimerais bien respirer un air qui soit meilleur, qui ait moins de dépendance, mieux manger, tout un tas de choses. Mais ça va prendre du temps. Ça, c'est un fait. Donc ça, je l'ai intégré dans mon travail.
Et moi, ce que je souhaite faire, c'est changer les choses de l'intérieur. Donc, être acteur de la transition. Je conçois qu'aujourd'hui, un jeune qui rentre dans un grand groupe, qui arrive avec des idées, qui veut bousculer les choses, changer le monde, puisse ou ne puisse pas trouver son compte. Ouais. C'est tout à fait possible. Après, si ce jeune comprend que c'est sur du temps long que ça se fait, mais qu'il y a les moyens de le faire, que les moyens existent, on sait les déployer, les moyens aujourd'hui. Il faut du pouvoir de conviction à l'intérieur de ces grands groupes comme à l'extérieur. Il faut porter une parole auprès des décideurs. Et ça prend du temps. On ne change pas les choses du jour au lendemain. Ça, c'est une évidence. Après, il faut qu'il y ait aussi des gens qui nous bousculent en dehors des grands groupes. Il faut qu'il y ait des entreprises de plus petite taille, des penseurs, des décideurs qui nous bousculent. Et ça fait avancer. Donc, c'est une alchimie qui est à trouver. Mais nous, en tant que grand groupe, comme beaucoup de grands groupes, on a le pouvoir de faire changer les choses de par des capacités d'investissement financière qui sont extrêmement fortes. Ça se compte en milliards d'euros. Sur quelques années, nous, on va investir plus de 20 milliards d'euros dans la transition aujourd'hui. Donc, il y a un pouvoir de lever des fonds sur les marchés, d'investir sur nos fonds propres également. Donc, il y a cette puissance de feu qu'on met au service de la transition. Et ça, avoir des jeunes qui sont à la fois convaincus, qui ont assimilé que c'est du temps peut-être un petit peu long, mais qui a les possibilités de changer les choses par ses capacités d'investissement, et ben, si on arrive à le faire savoir, à le faire comprendre, on aura gagné. Après, il ne faut pas qu'on se fasse couper l'herbe sous le pied par les pouvoirs politiques et les décideurs qui sont au pouvoir ou qui le seront prochainement. Mais je n'ai pas répondu complètement à ta question. Il y avait une deuxième partie. On y reviendra peut-être, mais j'ai oublié ce que tu voulais me demander par ailleurs. C'était en fait comment est-ce que tu voyais par le collectif, ouais. Et effectivement, le collectif qu'on a créé, donc avec Chantier de l'Atlantique, avec GRDF, avec Airbus, le MEDEF, avec Audencia, le Polmer Bretagne notamment, on met d'un coup de projecteur. Je reviens à ce coup de projecteur qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on existe par quelques posts LinkedIn, mais il y aura une existence prochaine de ce collectif avec des prises de parole qui seront plus structurées, avec plus de perspectives, des études également, des chiffres. Il a un nom d'ailleurs, le collectif ? Pas encore. Okay. Il y aura un nom, on l'espère. Au moment où l'épisode sort. Avant le début de l'été, on l'espère. Mais cette prise de parole avec des sous-traitants, on travaille les uns pour les autres. Il y a IDEA également, qui est un logisticien qui travaille... il travaille notamment sur Saint-Nazaire et puis sur Nantes. On a des interdépendances. On est tous dépendants les uns des autres. Alors, je disais que les dépendances n'étaient pas bonnes. Par contre, d'un point de vue économique, c'est extrêmement bon et fertile. Et surtout, ça dépend du niveau, en fait. Ça dépend de l'échelon, évidemment. Une interdépendance internationale sur des sujets clés n'est pas forcément bon. En revanche, une interdépendance locale sur un territoire, sur des industries complémentaires, ça a du sens. C'est de la souveraineté économique. Évidemment. Donc nous, on met en avant le fait qu'il y ait ces interdépendances, que ça fonctionne sur un territoire comme le nôtre, que la transition est motrice d'activité économique, au-delà d'être vertueuse. Et on va mettre on met le projecteur sur certaines choses qui existent. On parle des chantiers de l'Atlantique avec des sous-stations électriques. On parle de GRDF qui fait la promotion des gaz verts et qui soutient le développement de la méthanisation en France. C'est des processus de génération de gaz décarbonés qui sont extrêmement vertueux, extrêmement locaux. C'est une économie locale en puissance. Et on a tout un tas d'autres exemples comme ça qu'on va mettre en avant pour prouver que ça marche aux yeux du grand public et des décideurs. Je reviens un petit peu sur ce qui était dit par Stéphane, qui est très juste par rapport au temps long. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est indispensable à intégrer. C'est qu'on ne peut pas faire la révolution et la transition écologique comme ça d'un claquement de doigts. On peut avoir plein d'idées. Après, il faut arriver à les mettre dans la danse, en bonne cadence, pour vraiment que ça s'inscrive aussi dans une réalité économique, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et après, sur la question de comment est-ce qu'on attire les talents, comment est-ce qu'on arrive finalement à redonner de l'envie de rejoindre cette industrie, je reprends l'exemple de la méthanisation dont Stéphane parlait juste avant. On a allé visiter un agriculteur qui fait de la méthanisation. C'est hyper intéressant de constater à quel point la méthanisation vient vraiment lui l'aider par rapport à la pérennité économique, on en revient là, de son agriculture. Et donc là, c'est quoi ? C'est des visites en fait organisées par les écoles vers des agriculteurs, des industriels, pour comprendre un peu le fonctionnement. Exactement. Là, on était avec GRDF
Ouais. en l'occurrence. Et donc, c'est Muriel qui avait organisé ça. C'était vraiment extraordinaire tout ce qu'on a pu voir, parce qu'on a vu un centre de méthanisation, mais on est aussi allé voir de l'assiette au champ qui font vraiment aussi de la soupe pour utiliser comme des fertilisants. En fait, il y a tout un écosystème avec de l'emploi, avec un impact positif, concret, et finalement rejoindre l'industrie, rejoindre cette filière-là pour tout. On parle souvent de la quête de sens, l'envie d'avoir un impact. Très clairement, on a un impact qui est vraiment concret en rejoignant finalement l'industrie. L'industrie, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer, parce que c'est finalement, elle a un rôle à jouer à tous les niveaux finalement de la production, de tout ce qui est produits et services, en fait, de tout ce qu'on utilise au quotidien. C'est intéressant ce que tu racontes, parce que évidemment, faire des visites d'entreprise, ça paraît logique comme point de passerelle pour que les gens découvrent, mais dans toutes mes années d'études, je pense que j'ai visité que du tertiaire. Et en soi, c'est des gens qui bossent dans des bureaux, et donc c'est un peu cette représentation-là de l'entreprise que je me suis faite. Et donc évidemment, si on m'avait fait visiter d'autres types d'entreprises, de l'industrie, si on m'avait fait aller dans les territoires, probablement que c'est l'image de l'entreprise générique que je me serais faite aussi. Et donc en termes de passerelle, évidemment, faire ce point de rencontre entre les industriels et les étudiants, c'est probablement un point hyper clé. Vous, du coup, là, chez Engie et avec le collectif des transitions, qui n'a pas encore de nom, on l'appelle comme ça, vous vous occupez justement de faire ces passerelles-là? Alors, on a entrepris cette démarche en début d'année. On a la chance d'avoir les chantiers de l'Atlantique qui font partie de ce collectif et qui ont ouvert leurs portes pour une demi-journée aux membres du collectif et également un groupe d'étudiants d'Audencia. Vous étiez une vingtaine, il me semble. On a eu beaucoup de chance pour être accueillis par les chantiers, parce que c'est pas tous les jours que ça se fait sous ce format, où on a pu aller visiter la construction d'une sous-station électrique, donc qui, pour un futur parc éolien d'Engie au large de Dieppe, le Tréport. Une sous-station électrique, c'est quoi? Alors, c'est le gros, j'en parlais au début du podcast, c'est le gros objet industriel qui est posé au milieu du champ d'éoliennes offshore. Okay. Et qui centralise toute la production électrique des éoliennes pour la transmettre à terre via plusieurs câbles. Cette sous-station, c'est un objet qui est assez massif, je pense que tu as pu le voir, Michel, qui est produit localement avec plus de 200 sous-traitants. Et avoir des étudiants d'école de commerce qui viennent visiter ce type d'objet, c'était quelque part un choc des cultures. Des étudiants qui ne sont pas habitués à voir ce type d'objet. Des industriels qui ne sont pas forcément habitués à recevoir un public d'étudiants d'école de commerce. Et puis, on a vu que ça matchait. Il y avait un étonnement qui était extrêmement fort chez les étudiants. Beaucoup de questions qui ont été posées, un intérêt très fort pour les sujets que ça sous-entendait aussi, d'avoir ce type de construction localement sur un territoire. Et puis, vous avez pu voir que l'industrie, c'est un métier de passionné. C'est des gens qui adorent leur métier. Ça, on l'a pu voir chez nos sous-traitants aussi. On prend un Rolex, par exemple, qui fabrique des courroies d'orientation pour les éoliennes offshore. C'est des grosses bagues avec des roulements à billes qui font 6 mètres de diamètre. Ils ont une usine en Vendée. On allait leur rendre visite il y a un an et demi. Et il y avait des passionnés à tous les niveaux, que ce soit des dirigeants, des ouvriers. C'est extrêmement précis, extrêmement fin, ce qui est réalisé dans ces usines. C'est un public qui est passionné, qui souhaite que son outil perdure sur le territoire, sont très attachés à leur job. Et donc nous, on a voulu créer ces passerelles. Donc c'est passé par une visite au sein des chantiers de l'Atlantique. Il y en aura d'autres que le collectif montera. Et ça crée de l'émulation aussi entre industriels, entre académiques, entre institutionnels. On ne parle pas forcément toujours ensemble de ces sujets. Chacun cherche à défendre ses intérêts économiques, bien sûr, souvent. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un sujet au-delà de tout ça, et on a évoqué assez largement autour de la souveraineté, autour de l'emploi et de la transition. Sur ces sujets-là, moi, j'ai adoré cette visite de la sous-station parce que je suis assez curieux de nature, mais c'est très beau comme objet. C'est assez impressionnant. C'est quasiment des salles blanches après à l'intérieur. C'est très technique, c'est très technologique. Et voilà, on ne se doute pas finalement de ces objets-là, de tout ce qui peut se faire, de tout cette industrie-là qui est très cachée.
et qui pourtant a une part qui est essentielle dans la question de la transition. Si je prends la question, par exemple, de la transition et la question de l'analyse du cycle de vie, parce que c'est de ça dont on parle. Si on parle de production d'énergie, si on prend un panneau photovoltaïque qui est fabriqué en France avec un mix électrique qui est assez globalement décarboné, ce panneau photovoltaïque, il va faire 25,2 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure en émission. Donc ça, c'est les données de l'ADEME. Le même panneau photovoltaïque qui va être fabriqué en Chine, il va émettre 43,9 grammes de CO2 par kilowattheure. CO2 équivalent. Voilà. Donc il y a 18,7 grammes de CO2 équivalent pour un panneau photovoltaïque qui va être produit en Chine par rapport à celui qui est produit en France. Donc sur ces sujets de transition, installer des panneaux photovoltaïques, installer des éoliennes, installer des méthaniseurs, et toutes les infrastructures qui vont avec au niveau aussi du transport de l'énergie et autres, c'est très bien. Si on peut quand même les produire chez nous, c'est mieux, et aussi par rapport à notre bilan carbone. Et donc c'est ça aussi vraiment l'enjeu qui est derrière, et en ça qu'il y a vraiment aussi un sens et un intérêt à travailler pour cette industrie française et européenne. C'est le meilleur allié du bilan carbone français. Bon, on va faire en sorte que cet épisode soit partagé au max d'étudiants possible, que ce soit en école de commerce, en école d'ingé. Qu'est-ce qui vous rend optimiste chacun sur ce sujet-là, parce que j'aimerais bien qu'on en parle, étant donné que ces derniers mois, ces dernières années, on parle quand même beaucoup de ce qui va moins bien dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous rend optimiste là-dessus ? Ce qui me rend optimiste, c'est ce que j'ai pu voir, par exemple, pendant cette visite, des étudiants qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce sujet et qu'on peut arriver au sujet de l'industrie ou de l'écologie ? Au sujet de l'industrie, de l'imbrication entre territoire, industrie, transition, emploi, souveraineté, et qu'on peut arriver à sensibiliser des publics qui sont peut-être un petit peu éloignés de ces sujets, ces sujets, pour les rendre acteurs, pour qu'ils puissent s'impliquer dans ces sujets, qu'ils puissent en parler. Je pense qu'il faut en parler beaucoup de manière positive. Ce qui me rend positif, c'est qu'il y a un espace considérable pour prendre la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont dites actuellement au sujet des transitions, et la transition énergétique notamment. Alors on a vu pendant le blackout en Espagne et au Portugal, il y a eu des prises de parole sur des chaînes d'infos diverses et variées. On a entendu tout et n'importe quoi. Alors les énergies renouvelables ont été brocardées, évidemment. Et puis tout a été mélangé, ça partait dans tous les sens. D'ailleurs, on a très peu entendu les experts qui étaient déstabilisés, qui ne savaient pas quoi dire face à ce défoulement et ce torrent médiatique. Donc on se rend compte qu'il y a un manque de connaissances, d'expertise sur ces sujets et l'imbrication extrêmement forte entre transition, emploi et souveraineté. Et ça, je le répète, parce qu'on ne le dit pas assez. On a des atouts considérables sur nos territoires, à maille européenne, encore une fois. On a quelques champions français, mais il faut construire des super champions européens pour résister face aux États-Unis. On a parlé batterie, mais tu as d'autres exemples de ce qu'il faudrait, par exemple, en super champion ? Sur l'éolien, je parlais des nacelles, des pales. Il faut qu'on ait la maîtrise de cette filière, qu'on puisse contrôler la production, l'exploitation de cette filière. Et puis l'éolien offshore, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais c'est un vecteur de décarbonation extrêmement fort, d'apport d'électrons verts sur le territoire extrêmement fort. On parle souvent de surproduction électrique. Alors, je change de sujet, mais juste par rapport à ce qu'on peut dire et qui est faux aujourd'hui, OK, il y a des pics de production électrique qui sont extrêmement forts. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a un espace pour électrifier encore plus. Ça veut dire que aussi le changement, il est enclenché. On sait produire massivement l'électricité décarbonée, quels que soient les moyens de production. On peut faire encore plus. On a les potentiels, ils sont identifiés. Il faut engager la machine, parce que plus on produira, plus ça va soutenir des filières d'innovation aussi. On a beaucoup parlé d'hydrogène il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins. On est un peu dans le dur sur cette filière, mais on y croit fortement. Ça va être un lieu de décarbonation extrêmement fort. Le surplus d'électricité, on va pouvoir le transformer en hydrogène par électrolyse. On peut stocker l'hydrogène, on peut le transporter. On a des réseaux aujourd'hui, des réseaux de gaz qu'il faudra convertir, qu'il faudra adapter, certains qu'il faudra recréer. Mais c'est un moyen extrêmement puissant de stocker de l'énergie, de la déployer, et on l'espère à bas coût à l'avenir. Oui, complètement. Et puis, c'est pas toi qui le dis, en plus, c'est RTE qui a fait ce rapport-là en disant que de toute façon, la consommation d'électricité sur le territoire allait doubler d'ici 2050. Ça, c'est la théorie. On voit qu'en pratique, c'est un peu moins vrai. Il y a moins cette accélération qui
est supposé arriver pour un tas de raisons. Mais ça va varier. Et puis, si on veut sortir des dépendances, j'y reviens, au pétrole, au gaz, au charbon, il faut l'électrifier, pas le choix. Et ça passe par un apport de renouvelables conséquent. C'est le plus gros levier aujourd'hui qu'on a pour apporter de l'énergie décarbonée sur le territoire à des horizons de temps qui sont raisonnables, à des coûts maîtrisés. En complément du nucléaire, on a besoin du nucléaire aussi. En base, c'est extrêmement puissant et performant comme outil, avec un parc qui a à faire évoluer et à renouveler, ça on le sait tous. Mais ce mix énergétique, il est extrêmement indispensable. Donc, portons cette parole haut et fort des pépites qu'on a sur le territoire, du savoir-faire qui est engagé. Ça me rend extrêmement positif. On sait faire les choses, c'est engagé, c'est connecté avec le reste de l'Europe. Il faut que ce le soit encore plus, que ce soit facilité par les pouvoirs publics en France et en Europe pour avoir ces super champions et qu'on soit un acteur de notre souveraineté à maille européenne. Et ça passe par des talents, par des profils qui aujourd'hui sont peut-être pas forcément sensibilisés à ces sujets, mais qui sont en transition eux aussi. Et Michel est un bon exemple d'un profil qui a fait une transition pour aller sur ces sujets. Et moi, je crois fortement, et ça me rend optimiste de voir qu'il y a ce type de profil qui bascule sur des sujets de transition et qui y croit. Et il faut y croire. Trop cool. Et toi alors, du coup? Moi, ce qui me rend... les points sur lesquels j'ai envie d'être positif, c'est finalement surtout ce terrain qui est resté totalement inexploité de valorisation de la transition par d'autres prismes. En fait, et ça, le politique a son rôle à jouer là-dedans beaucoup, où on a été beaucoup sur de l'opposition, finalement, de personnes, d'idées et autres. Mais finalement, sans parler de tout ce qu'il y avait, une fois de plus, derrière la transition et de l'importance, une fois de plus, de l'industrie là-dedans. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être tous d'accord. Transition, emploi, souveraineté. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de dire la souveraineté, je m'en fiche. L'emploi, c'est pas important. Finalement, voilà, c'est ces sujets-là sur lesquels je pense qu'on peut vraiment tous se rassembler au niveau français, mais aussi au niveau européen. L'Europe est indispensable là-dedans. Et pour ça, il faut accepter de changer le regard, d'avoir une autre approche de cette transition, de la regarder dans sa globalité et pas simplement finalement sur une seule partie du prix. Je parlais de l'analyse du cycle de vie. C'est vrai pour absolument tout. Il faut regarder l'analyse du cycle, faire l'analyse du cycle de vie pour tout ce qu'on utilise, et on se rend compte très 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 facilement qu'une fois si on prend un même objet ou un même service qui est produit dans des pays en dehors de l'UE, on va dire pour faire simple, et si on le met à l'intérieur, on a une ACV qui n'est pas du tout la même, grâce au mix énergétique, grâce aux matières, grâce au recyclage. La question là, il y a les premières éoliennes qui sont 100% recyclées, qui sont installées en Allemagne. Voilà, je veux dire, c'est Siemens qui fait ça. Bravo. Voilà, mais ça, pour arriver à le faire, il faut avoir cette volonté, nous, de le faire chez nous, de garder ça, d'apporter le soutien nécessaire à cette filière, aux filières. Et moi, c'est ça qui me rend vraiment, je vois vraiment d'un point positif, c'est il y a les possibilités, il y a de l'envie. Maintenant, il faut simplement juste tourner un peu le regard, agrandir surtout le champ de vision, arrêter d'être parfois un peu trop dogmatique pour être beaucoup plus pragmatique et parler de cette transition dans son ensemble et pas simplement sur le fait de dire ça sera sans ça, sans ça, sans ça, et voir tout ce que ça peut amener avec, une fois de plus. Super, écoute, merci beaucoup pour ce dernier exemple en plus avec Siemens que je ne connaissais pas du tout, je vais aller regarder. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation dans The Big Shift. Merci. Super épisode. Et puis, si vous êtes étudiant et que vous écoutez The Big Shift, c'est vraiment le moment d'aller regarder les offres d'emploi sur tous les sites des gros industriels français qui produisent sur le territoire, qui participent à la transition énergétique et à la transition écologique. Il y a du taf et il va falloir, et on disait dans un épisode précédent que la transition écologique allait créer 200 000 emplois en France d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises, ou 2035. C'est déjà une filière de plus de 100 000 personnes, c'est 120 000 personnes, la filière. Mais j'ai plus le delta en tête, mais c'est monumental. Ouais. Et donc, faites partie de ces gens-là. C'est primordial pour notre souveraineté énergétique, pour le tissu social, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, tout va là-dedans. Donc, il y a besoin de ça pour créer l'impulsion aussi. Est-ce que d'ailleurs il y a des sites que vous recommandez pour aller chercher un emploi dans la transition écologique dans l'industrie, ou c'est directement sur le site des industriels? Il suffit de traverser la rue, comme disent d'autres. Non, mais dans des profils de techniciens, ça recrute. Ouais. Ça recrute énormément.
Après, sur des profils d'ingénieurs, c'est sur les sites institutionnels de nos entreprises, oui, on trouve toutes les offres d'emploi. Soyez prêts à partir en région, restez pas à Paris. Décentralisez-vous. L'écologie, la transition est un sujet qui a à travailler dans les territoires. C'est indispensable. Et ça aussi, c'est un changement qui doit être fait au niveau politique, d'avoir cette lecture-là et de laisser cette souplesse, cette indépendance au territoire, parce que et moi je l'ai vu là pour le coup dans ma thèse, c'est comme ça qu'on arrive aussi à s'imprégner et à se sentir acteur, c'est quand ça se fait proche de chez soi. Complètement. On peut faire des super carrières dans l'industrie. Hein. Vous rentrez comme technicien, vous ressortez ingénieur, vous avez un super parcours. L'évolution, elle est possible dans tous ces métiers. Si vous êtes convaincu, impliqué et puis sensible à ces sujets et passionné, tout est possible. C'est quoi, toi, ton parcours académique ? Alors moi, j'ai fait une école d'ingé. Ok. Puis après, j'ai bossé à Paris, dans le conseil, en start-up. Et puis, au bout de 6-7 ans, je suis parti dans l'industrie parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire, que ça allait bouger. À l'époque où Gaz de France allait fusionner avec Suez, je sentais le champ des possibles s'ouvrir, avec des belles carrières qui sont possibles. C'est bon comme exemple en plus parce que la plupart du temps, on se dit qu'il vaut mieux... Enfin, on commence avec une carrière un peu spécialisée technique et puis ensuite, on va dans... plus du tertiaire, justement, du conseil, etc., en se disant, c'est bon, j'ai eu mes compétences. Et toi, tu as fait le contraire. Donc, en fait, ça se fait aussi dans ce sens-là. Avoir un job un peu plus technique après avoir eu un job plutôt généraliste. Ouais, le conseil permet de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi. Pouvoir cibler après une seconde partie de carrière. Complètement. Et toi, du coup, ta formation de base, c'est de la communication ? La formation de base, c'est une école de commerce. Okay. Pour pouvoir avoir une forme de légitimité et surtout pour ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, on va pouvoir parler de transition. C'est pour ça que j'ai rejoint le master spécialisé pour pouvoir être vraiment plus à l'aise et faire un podcast comme aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais été ravi de le faire, mais je ne me serais vraiment pas senti légitime. Mais toi aussi, du coup, tu as un parcours qui est un peu atypique dans le sens où on a plutôt tendance à faire de la recherche académique et ensuite à partir en entreprise. Toi, tu fais le contraire. Donc voilà, tout est possible sur la transition écologique. Il y a énormément de choses à faire et tous les virages de parcours sont possibles à n'importe quel moment de sa carrière. Donc, c'est trop cool. Si vous êtes encore là, c'est vraiment le moment de mettre des cœurs, de nous mettre des commentaires sur le podcast, d'aller regarder ce que font Stéphane Mamou et Michel Voland. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver le collectif des transitions. Dès que le collectif a un nom et un site internet, on le mettra dans la description de l'épisode du podcast pour que vous puissiez aller regarder ce qu'ils font. Éventuellement organiser même des sessions de découverte de sites industriels si vous faites partie d'une académie, d'une école. Je pense qu'ils seront ravis de rentrer en contact avec vous. Et en attendant, moi, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. C'est l'été. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et il y aura quand même des épisodes tout l'été. Donc restez connectés. À plus. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.